Un jour, dans les couloirs de l'ONU, un très haut responsable algérien m'avait dit, parce que je disais c'est un peu cynique tout ça quand même, il m'a dit « Les Palestiniens sont les idiots utiles de la cohésion du monde arabe ». Donc instrumentalisés. Totalement. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Depuis le 7 octobre 2023, le conflit israélo-palestinien que l'on pensait en sourdine depuis quelques années est revenu au cœur de notre actualité de manière brutale, violente. Aucun besoin de vous donner ici les détails. Pour essayer d'y voir plus clair, peut-être de dégager des pistes de solutions, si tant est qu'il y en ait. Avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Éric Danon. Bonjour. Bonjour. Vous avez été, et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, ambassadeur français en Israël de 2019 à juillet 2023. Oui. Important de le préciser parce que vous n'étiez pas là au moment de l'attaque du Hamas. Vous êtes aujourd'hui professeur dans 5 universités. Alors, vous enseignez avec gourmandise. Voilà. C'est pas la retraite, quoi. Ah non, c'est vraiment pas la retraite. Et il y a une activité permanente, à la fois universitaire et médiatique aussi, je dois dire, parce qu'il y a une demande partout d'expertise et de commentaires. Alors, allons au vif du sujet, parce que j'ai déjà peut-être commis un premier faux pas en fondant un espoir sur des pistes de solutions. Or, vous êtes de ceux qui dites, solution pour l'instant n'est peut-être pas le mot approprié. Vous parlez de tectonique de puissance? Oui, c'est-à-dire que si on pense le problème directement en termes de solution, alors en face, il y a immédiatement une liste d'obstacles insurmontables. Ils sont insurmontables? Alors, en tout cas, comme ils sont nombreux et tous en même temps, c'est très difficile de les régler tous ou d'avoir l'idée de tout régler en même temps. Et donc, il y a pour moi des pistes à suivre pour aller lentement vers la paix. En revanche, je dis toujours que la solution, non, c'est pas le bon terme. On ne demande pas d'ailleurs de solution à des tas de problèmes dans le monde, y compris Russie, Ukraine ou d'autres. On parle de comment aller vers la paix. Et je préfère les dynamiques qui vont vers la paix que l'idée d'une solution comme ça qui sortirait toute faite pratiquement et autour de laquelle se cristallisent toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Quand on parle de dynamique qui pourrait mener à la paix, vous y croyez à terme que cette paix soit un jour possible? Parce qu'on vit quand même dans une situation de conflit larvé depuis le jour 1, depuis 1947 ou 48. Oui. Profondément, oui. Au sens, oui, je crois à la possibilité d'aller vers des dynamiques de paix, voire jusqu'à la paix, mais en franchissant des obstacles qui, pour le moment, ne sont pas traités, à mon avis, comme il faut. Le principal étant, ou les principaux? L'envie des deux côtés de se reconnaître, à la fois comme peuple, et d'avoir envie de laisser à l'autre une capacité à exister en tant que pays. Et pour l'instant, ça n'existe pas? Non, pour l'instant, ça n'existe pas. Vous avez, depuis longtemps, depuis en fait 1947, des pays arabes qui n'ont jamais accepté la partition de la Palestine mandataire. C'est comme ça. Ils n'ont jamais accepté que Israël, après le plan de partition de 1947, se déclare comme pays le 14 mai 1948. La veille d'ailleurs du jour annoncé par les Nations Unies. Du départ des Britanniques, oui, c'est ça, la veille du départ des Britanniques. Et encore aujourd'hui, ils ne veulent pas reconnaître l'existence d'Israël. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas reconnaître en même temps un État palestinien qui accepterait la présence d'Israël. C'est ça la difficulté. Vous avez aujourd'hui des pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Liban, qui disent non mais nous, ce partage, on veut pas, c'est pas la question même d'Israël, c'est la question du partage de cette terre. Cette terre n'avait pas, selon nous, à être partagée. Et donc, nous ne voulons pas
de ce pays. Alors, il existe de fait, pourrait-on dire, parce qu'au bout de 75 ans, il existe de fait, mais nous ne poussons pas à la fin du conflit, car la fin du conflit signifierait la reconnaissance d'Israël. C'est toute la difficulté. Et une des premières ambiguïtés, elle est là. Les pays arabes de la Méditerranée, comme ceux que j'ai cités, parce que d'autres ont fait, comme l'Égypte, une paix séparée, d'accord. Donc ils ne sont pas tous à mettre dans le même lot. Non, puis depuis les accords d'Abraham, oui, les choses se sont mises à bouger un peu. Exactement. Donc, notamment avec le Maroc, plus ceux qui ne sont pas méditerranéens, c'est-à-dire les deux du Golfe que sont les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Il n'empêche que, est-ce que ces pays arabes qui refusent encore, pourrait-on dire, l'existence d'Israël, ont fait ce qu'il fallait pour aller vers la paix? Mais non, car aller vers la paix signifierait, encore une fois, la création d'un État palestinien et la reconnaissance de l'État israélien. Ils veulent toujours pas de ça. Donc voilà un des obstacles, j'allais dire de base, mais il y en a plein d'autres. Mais celui-là est très important. Donc quand on parle de solution à deux États, oui, dans les faits, on prêche à des gens qui ne veulent absolument rien entendre. Absolument, enfin rien entendre. En tout cas, oui, pour beaucoup d'entre eux, ils n'en veulent pas parce qu'en plus, ils ont un intérêt à ce que la tension perdure. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir. Pourquoi ? Mais c'est vrai pour M. Netanyahou aussi. Mais oui, absolument. C'est-à-dire que après, je dirais que c'est pas la même chose, mais il y a aussi des gens qui, du côté israélien, refusent absolument la création d'un État palestinien. Mais restons juste un instant sur le conflit vu par beaucoup de pays arabes. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas que le conflit s'arrête ? C'est que la cause palestinienne est pour eux quelque chose d'extrêmement important, notamment en politique intérieure. Espèce de levier ? Oui, de levier de politique intérieure. Quand ça va mal, en interne, pourrait-on dire, les dirigeants vous sortent la cause palestinienne et hop, tout le monde va suivre parce que ça, c'est imparable, pourrait-on dire, en politique intérieure. Diriez-vous mobilisateur ? Oui, très souvent. En tout cas, ça détourne l'attention des problèmes en national sur une cause extérieure, entre guillemets. Même si eux considèrent justement que c'est pas une cause extérieure au niveau de la population. Et puis, c'est ce qui fait aussi le ciment entre eux. Parce que, à la Ligue arabe, beaucoup montrent qu'au niveau des gouvernements, ils ne s'aiment pas beaucoup. Regardez entre le Maroc et l'Algérie, ils ne s'aiment pas. Regardez la Libye et l'Égypte. Qu'est-ce qui les réunit à la Ligue arabe ? L'ennemi commun, c'est-à-dire Israël. Donc vous faites là une cohésion. Un jour, dans les couloirs de l'ONU, un très haut responsable algérien m'avait dit, parce que je disais c'est un peu cynique tout ça quand même, il m'a dit, les Palestiniens sont les idiots utiles de la cohésion du monde arabe. Donc instrumentalisés. Totalement. Et donc, devant ça, et sur la cause palestinienne, c'est le roi Hassan II, tout le monde peut trouver ça sur... L'aphrodisiaque. L'aphrodisiaque des nations, la cause palestinienne et l'aphrodisiaque des nations arabes. Donc vous voyez que si ça s'arrête, le conflit, il n'y a plus ce ressort dans les pays arabes. Et en plus, vous avez d'autres éléments qui sont de nature psychologique. La question de ce qu'on appelle la dhimitude, c'est-à-dire que dans l'Empire ottoman, les non-musulmans avaient un statut particulier, le statut de dhimmi, un statut un peu inférieur, etc., dont ils pouvaient se sortir en payant un peu. Et aujourd'hui, l'idée que des dhimmis, c'est-à-dire des non-musulmans, puissent faire mieux que des musulmans en ce qu'ils considèrent toujours être une terre d'islam, eh bien, c'est psychologiquement difficile pour beaucoup. C'est pas parce qu'Israël se débrouille mieux en économie, en gouvernance, en armement, tout ce que vous voulez. Bon, après, il y a d'autres raisons qui sont plus compliquées, c'est pas la peine trop d'évoquer ça, c'est la question aussi de la mosquée Al-Aqsa, bon, peu importe. De l'autre côté. Mais c'est une épine réelle dans le pied, cette mosquée. Alors avec des prétentions, parce que c'est sous juridiction jordanienne aujourd'hui, mais les Saoudiens aimeraient bien avoir autorité. Disons que, il y a cette idée que, en tout cas, pour ce qui est des pays arabes dont je parlais, l'idée que la mosquée se retrouve à Jérusalem, est comme capitale de l'État palestinien, eh bien, ça les gêne quand même un peu. Comment ça se fait que le joyau de la couronne revienne à des Palestiniens qui, en réalité, ont été un problème
pour eux tous depuis 75 ans. Voilà, ils n'ont rien fait pour avoir la mosquée, pourrait-on dire. Bon, c'est un peu... Je veux dire, c'est pas l'argument principal, mais il y a ce problème sous-jacent de à qui sera la mosquée un jour. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un waqf, c'est-à-dire, pour les musulmans, un bien je dirais, d'intérêt public, que l'on confie à quelqu'un pour le gérer un temps plus ou moins long. Et pour le moment, ce sont effectivement les Jordaniens qui gèrent la mosquée. L'autre côté, vous avez en Israël des gens qui ne veulent absolument pas d'un État palestinien et qui, depuis le début, disent David Ben-Gourion a démarré l'État d'Israël dans certaines frontières, puis elles ont changé. Qui n'ont jamais été définies, puisque dans la déclaration et dans le texte qui vient après, David Ben-Gourion ne parle pas des frontières. Mais c'est habile, vous comprendrez. Mais bien entendu. Que c'est une manière remarquablement... mais je veux dire, l'homme était un fin politique, c'est le moins qu'on puisse dire. J'allais vous dire. Oui, mais est-ce que ça joue pour quelque chose dans l'incapacité réciproque de reconnaître l'État? Parce que on reproche au Hamas, par exemple, de vouloir détruire Israël, ou à tout le moins de ne pas vouloir reconnaître Israël. Non, de vouloir le détruire, en fait, Mais la Constitution de 2017 semble plus nuancée, disons, que le premier document qui marque l'avènement du Hamas. Et je me suis vraiment posé la question, cette idée de ce que jamais Israël n'a défini ses frontières rend très difficile la reconnaissance d'un État dont on ne connaît pas les limites. Non, oui, mais ce serait la même chose pour la Palestine. Si vous voulez reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui, vous le mettez dans quelle frontière? Ça n'est pas nécessaire. Et puis, quand même, ce qui s'est passé après 67 et surtout après 73, dans la guerre des 6 jours en 67, Israël va conquérir énormément de territoires, jusqu'au Sinaï, etc. Puis en 73, avec la guerre du Kippour, il revient, pourrait-on dire, dans des frontières plus petites, qui sont depuis ces frontières, et elles sont reconnues par certains et pas par d'autres. À l'ONU, l'idée, c'est de dire les frontières de 67. C'est celles-là qui servent de base. Je pense personnellement... Avant conflit. Je pense personnellement que c'est irréaliste. C'est-à-dire que il y aura à un moment ou à un autre une stabilisation des frontières, où il y aura des échanges de territoires, car la bande qui est collée, pourrait-on dire, à la frontière est de ces frontières de 67, je pense que celle-là, elle ne retournera pas dans un État palestinien. Je peux me tromper, parce que d'après tout, les frontières, ça se déplace. Alors que d'autres implantations juives en Cisjordanie, à mon avis, sont encore négociables. Donc, mais politiquement, quand vous dites négociable, pour qu'on se comprenne, pour tous ceux qui ne mesurent pas ce que ça signifie, négociable, ça signifie donc de déloger des colons. Des colons qui sont très bien installés et qui n'aiment pas du tout ce gouvernement qui aura envie de les exactement, exproprier. Mais c'est aussi d'ailleurs ce qui s'était passé à Gaza quand Ariel Sharon a fait partir l'ensemble des Israéliens qui habitaient dans la bande de Gaza. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'en termes de dynamique, alors que vous aviez, avant le 7 octobre, sans doute les 2/3 des Israéliens qui étaient prêts à faire comme on dit, un échange de territoire contre la paix, donc la création d'un État palestinien. Aujourd'hui, je pense que vous êtes peut-être 50% et peut-être un peu moins des Israéliens qui sont pour la création d'un État palestinien, parce qu'ils disent ce que l'expérience de Gaza et la guerre du 7 octobre a montré, c'est qu'en fait, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous me permettez un parallèle peut-être trop audacieux, mais j'en appelle au diplomate qui a dû s'accommoder de la réelle politique. Quand vous parlez de frontières et de ce qu'il faut un jour se résigner à négocier sur le territoire, est-ce que c'est la même dynamique qui va interpeller les Ukrainiens et les Russes à terme? C'est-à-dire que peut-être les Ukrainiens devront contempler la possibilité d'oublier une partie de leur territoire pour arriver à une entente de paix. Oui, bien sûr, c'est possible. C'est-à-dire que dans l'histoire du monde, évidemment, pas sur tous les continents et pas toujours en Amérique du Nord, mais les frontières, ça bouge tout le temps dans l'histoire.
et y compris celle de la France, avant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale. Donc, vous avez des dynamiques autour des frontières. Évidemment, elles sont très dangereuses, mais l'histoire et les rapports de force finissent par les imposer. Donc, il est possible que l'Ukraine et la Russie terminent leur conflit avec des gains territoriaux, sans doute pour la Russie, contre des garanties de sécurité de l'autre côté. Et l'arrivée du président Trump peut changer la donne de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous avons l'habitude de terminer les guerres, soit parce qu'il y a un vainqueur et un vaincu, typiquement Arménie-Azerbaïdjan, voilà, soit parce qu'il y a une négociation sur le tracé territorial, c'est à peu près 25% des cas. Le reste, c'est du rapport de force. Mais là, on pourrait voir quelque chose d'un peu nouveau, c'est les États-Unis qui imposent la paix en même temps que la frontière. Ce qui est normalement le rôle dévolu aux Nations Unies, comme les Nations Unies n'arrivent plus à tenir ce rôle, il est possible que là, on voit dans les mois qui viennent, eh bien, la paix revenir plus ou moins imposée par les États-Unis. Et j'ai l'impression, en sourdine, qu'on se prépare à ça, que tranquillement, il y a une tectonique douce qui s'est mise en place avec une perception de ce que les choses ont changé à Kiev, manifestement, ou à Kiev, une perception de ce que les choses ont changé, et à Moscou, une attente de circonstances propres à négocier. Oui. Alors, ça ne sera pas évidemment facile. Il va y avoir encore, malheureusement, des morts de tous les côtés. Mais il n'empêche que le monde a changé, que c'est aujourd'hui, après 30-35 ans après l'effondrement de l'URSS, un nouveau monde qui est en train d'émerger, où, alors que nous étions dans une longue période où tout le monde considérait que les frontières devaient être abaissées, voire abolies, et que la démocratie et le marché allaient tout envahir, progressivement, à la fin de l'histoire, eh bien, pas du tout. C'est aujourd'hui le retour des murs, des frontières, des barbelés, et je dirais en termes de dirigeants, c'est le retour des mâles alpha du troupeau. Et plus du tout de dirigeants parfaitement prévisibles et consensuels. Et en Europe, on a un peu oublié que ça n'était pas la norme. Et aujourd'hui, nous sommes dans un paysage nouveau où, par exemple, l'imprévisibilité de Donald Trump, qui était un handicap certain lors de son premier mandat, peut devenir une force dans son deuxième mandat. Parce que il est tellement imprévisible qu'il peut faire peur. Parce qu'évidemment, il a l'armée américaine avec lui maintenant. Et donc, vous voyez que les règles du jeu sont en train de changer et que les optimistes diront ce changement de règles et l'arrivée de Donald Trump peuvent apporter plus de paix, et d'autres diront au contraire, on va vers le chaos. Mais personne, là, parce qu'il vient d'être élu, au moment où nous enregistrons, personne ne peut dire de façon certaine, ça va aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, je précise, au moment d'enregistrer, nous sommes le 8 novembre. Est-ce que Trump est un game changer, comme disent les Américains? Il peut l'être s'il le décide. Absolument. Ça, c'est clair. Pourquoi ? Parce que beaucoup de pays dépendent de la puissance américaine. Surtout pour ce qui est de la guerre et de la paix, donc du politico-militaire, comme on dit. Je veux dire, si Trump bouge les règles à l'intérieur de l'OTAN, eh bien, ça change tout pour la défense européenne, et la défense de l'Europe et la défense européenne. Si Trump dit « j'impose telle ou telle mesure au Proche-Orient », ça peut changer tout à fait les choses. Puis il a la puissance peut-être de faire un premier deal entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite avant un deal de normalisation de l'Arabie Saoudite avec Israël. Donc il y a des manières de concevoir des étapes vers la normalisation qui peuvent être différentes de ce qui se passait avant. Donc, dans votre tectonique de puissance dont on parlait au tout début, il pourrait, pardonnez le mot, mais reséquencer les choses. Ah oui, tout à fait.
Et pour ça, évidemment, il est en position de force pour le faire. Tout à l'heure, et je vais fermer la parenthèse européenne pour retourner au Proche-Orient, mais vous disiez, un jour ou l'autre, quand on négocie, il faut s'accommoder du rapport de force. Or, j'ai l'impression qu'on a souvent, quand on parle du conflit en Ukraine, un regard un peu embué. On oublie que ce n'est pas un jugement moral que de constater ce rapport de force. C'est de vivre avec le réel, c'est un peu ça la réelle politique. Est-ce qu'il se peut qu'on ait oublié ce que c'est? Et qu'on soit encore partout en plateau à prêcher des solutions qui sont, pardonnez encore une fois le choix des mots, mais rose bonbon. C'est-à-dire que le monde n'est pas comme ça. Mais exactement, c'est pour ça que moi je n'ai jamais fonctionné, je dirais, dans cette logique un peu idéologique de voilà ce qu'il faudrait, voilà qui est formidable, mais surtout ce qui est problématique, qui a été problématique très longtemps avec la France et l'Europe, c'était de dire c'est la seule solution. La solution à 2 États, c'est la seule solution. Et il faut toujours être humble lorsqu'on dit c'est la seule solution, parce qu'évidemment, c'est pas vrai. Et Chaim Weizmann, qui était le président du Congrès juif mondial au moment de la création d'Israël, a eu cette phrase à ce moment-là, constatant qu'Israël était créé. La diplomatie consiste à reporter le plus longtemps possible ce que les rapports de force rendent inéluctable. Donc, on préfère faire de la diplomatie tant et aussi longtemps qu'on n'a pas cet ascendant sur les rapports de force. Oui, parce que le rapport de force était assimilé à la guerre, alors que la diplomatie était assimilée plutôt à la paix. Alors, je renverse la proposition. Se peut-il aujourd'hui que le rapport de force soit de manière prépondérante favorable à Israël? Ils ont fait la démonstration qu'ils avaient une maestra en matière militaire, de renseignement. Ils sont capables, à répétition, non pas de détruire, mais de faire très mal à leurs adversaires. Et pourtant, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une solution politique, Israël ne vivra pas en paix. Absolument. C'est-à-dire que vous reprenez là la logique de Shimon Peres qui disait il n'y aura pas de sécurité d'Israël tant qu'il n'y aura pas la paix avec les Palestiniens. Et Netanyahou a renversé ce paradigme en disant il n'y aura pas de paix avec les Palestiniens tant que la sécurité d'Israël ne sera pas totalement assurée. Et justement, elle ne peut pas l'être tant qu'il n'y a pas la paix. Parce que la paix et la sécurité, ça marche ensemble. Ah oui, parce que et donc, Netanyahou se pose dans la lignée d'un des théoricien, et pas seulement, du sionisme, qui était Jabotinsky, dont le père de Netanyahou était le secrétaire particulier. Et Jabotinsky, sa théorie, c'est de dire « jamais les Arabes ne vont nous accepter ». Donc la seule manière de vivre convenablement, là, c'est d'être toujours beaucoup plus fort qu'eux. Et donc, en fait, cette idée, Netanyahou reprend cette idée, il a une vision politique, y compris du rapport de force, mais il n'a pas de solution politique. Alors, quand le général parlait de ce peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, il parlait de cette tentation, cette hubris qui pourrait tenter Israël? Oui, c'était pas tellement l'hubris, c'était l'admiration qu'avait De Gaulle pour David Ben Gourion. Parce que Ben Gourion, il a conduit son combat et la création d'Israël exactement dans le schéma gaulliste ou gaullien. Et les deux hommes s'admiraient, c'est-à-dire sans s'appuyer sur d'autres, en étant autonomes, en traçant sa voie quoi qu'il arrive, etc. Et ça a parfaitement fonctionné jusqu'à ce que Ben Gourion n'écoute pas De Gaulle quant à l'attaque de 1967, et à ce moment-là, il a renvoyé De Gaulle au fait que la France n'était plus une puissance capable d'imposer à Israël de ne pas attaquer en premier l'Égypte. Et De Gaulle en a pris ombrage. Blessure d'orgueil? Oui, profondément, mais d'orgueil aussi au sens de non, c'est pas possible qu'Israël se prenne déjà pour une puissance égale à la France, c'est-à-dire mène ses actions sans écouter la France. Et ça a ouvert une période très importante dont nous ne sommes toujours pas sortis et que les chefs d'État occidentaux souvent ne veulent pas comprendre. Israël, depuis, ne se laisse jamais dicter ou imposer quoi que ce soit.
Y compris par les Américains. Y compris par les Américains, en ce qui concerne sa propre sécurité. C'est-à-dire que vous pouvez toujours leur dire la solution c'est ça, ou il faut faire ça, ou il faut faire un cessez-le-feu, ou il faut faire cela. Ça ne marche jamais. Pourquoi ? Parce que Israël considère que sa sécurité, en termes de décision au moins, ne peut dépendre que de lui et que, évidemment, son argument c'est « vous êtes bien gentil de nous donner des conseils ou des injonctions, mais vous étiez où en 42, 43 et 44 ?» bien entendu. Et de fait, lorsque, y compris les États-Unis, vous essayez de donner des injonctions à Israël en matière de sécurité, ça ne marche jamais. D'où la déception permanente des chefs d'État occidentaux. Alors, je ne vous demande pas de trahir des secrets diplomatiques. Vous nous avez parlé tout à l'heure de rencontres aux Nations Unies où un diplomate arabe vous expliquait ce qu'était peut-être en sous-main la dynamique. Il y a beaucoup d'électeurs musulmans aux États-Unis dans le cycle des présidentielles qui ont boudé M. Biden, ne laissant pas entendre, mais disant carrément que les États-Unis étaient inféodés aux intérêts d'Israël, que les États-Unis étaient incapables, et ça c'est un peu vrai, d'avoir un ascendant sur Israël. Vous pensez qu'ils sont impuissants, que la présidence américaine est impuissante à influer le cours des événements? Non, elle peut tout à fait influer le cours des événements, mais elle a décidé, une fois pour toutes, qu'il y avait un intérêt stratégique complet, sans nuance, sans une feuille de papier de papier à cigarette entre les États-Unis et Israël quant aux intérêts stratégiques d'Israël et notamment tout ce qui concernait l'existence même d'Israël. Donc on est dans une logique très particulière où, pour des tas de raisons, y compris électorale, mais d'abord et avant tout parce que c'est, comme on dit, la seule démocratie du Proche-Orient, vous avez un soutien quasi inconditionnel des Américains. Cela étant, bien entendu, est-ce que les alliances sont éternelles ? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais quand vous dites, bien entendu, parce que c'est la seule véritable démocratie, est-ce que c'est le cache-sexe d'autre chose, c'est-à-dire aussi de cette capacité de déployer la puissance américaine de concert avec les Israéliens dans la région et d'appuyer son dominion. Oui, il y a beaucoup d'éléments divers. Vous avez aussi des questions électorales intérieures aux États-Unis. Je veux dire, la politique étrangère, ça n'est jamais que le reflet de la politique intérieure. On n'a jamais fait autre chose. Or, vous avez à la fois une communauté juive importante aux États-Unis, mais vous avez aussi, par exemple, les évangélistes qui pèsent lourd maintenant dans les élections et qui sont pour un soutien inconditionnel à Israël, c'est-à-dire qu'ils sont sionistes et chrétiens. Très profondes, et chrétiens, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux sont antisémites. C'est ça la contradiction, bien entendu, en tout cas le paradoxe. Et donc ils souhaitent avant tout que tous les Juifs du monde se retrouvent en Israël parce que c'est là qu'il pourra se passer un certain nombre de choses. Et tout ça, ça influe sur la politique américaine aujourd'hui. Cela étant, il faut bien voir que pour beaucoup de musulmans dans le monde, le problème, c'est l'islamisme radical, djihadiste et violent. Et que on voit bien le manque de protestation, y compris dans les pays arabes dont je parlais, sur cette idée que l'islamisme, c'est le meilleur ennemi de l'islam, et que si Israël le combat, eh bien, au fond, laissons-lui faire le sale boulot. On le critiquera après. Et vous avez beaucoup de musulmans dans le monde qui, évidemment, ne pourront jamais dire qu'ils soutiennent Israël, bien entendu, dans sa lutte contre l'islamisme, mais qui, au fond, sont des gens tranquilles, mais qui s'accommodent très bien de cette lutte contre l'islamisme, bien entendu. Vous allez me permettre une petite digression. Je fais souvent ça dans mes conversations ici, parce que vous parliez de ce qui est un peu contre-intuitif, ces chrétiens sionistes aux États-Unis très influents. Je vous ai lu dire que dans les piliers fondamentaux de la légitimité d'Israël, il y avait la Torah.
Et ça m'a pas laissé quoi ou pantois, mais l'histoire n'est pas écrite dans la Torah. Ça reste que... Non, c'est pour ça que ce n'est pas toute la légitimité d'Israël. Mais selon vous, il y a un lien entre... Mais bien sûr, il y a un lien... Mais je vous demande de me convaincre. Ah ben, c'est très Parce que quand j'entends M. Netanyahou nous expliquer que la référence historique imparable, c'est la Bible, je dis, évidemment, il y a... C'est peut-être la parole de Dieu, mais peut-être pas. Mais peut-être pas aussi. C'est pour ça que la légitimité d'Israël, elle est bien plus complexe que un état de raisons séparées. Mais dedans, pourquoi est-ce que Théodore Herzl, dans son livre sur l'état juif ou l'état des Juifs, donc il écrit une année après l'affaire Dreyfus et un an avant le congrès de Berne qu'il va organiser pour lancer l'opération, pourrait-on dire, eh bien, au début, il pense à d'autres pays, y compris à l'Argentine, puis il y aura l'Ouganda, il y en aura d'autres, etc. Et il dit, mais évidemment, ce qui serait formidable, c'est qu'on revienne sur la terre vers laquelle nous prions tous les jours, et toujours avec ce rêve du l'an prochain à Jérusalem. Donc, il y a un lien entre le peuple juif et, évidemment, cette terre de Jérusalem et autour, cette terre de Sion, à travers le livre. Enfin, je veux dire, ce qui est raconté sur le peuple, l'élection, etc., et qui est d'ailleurs un élément essentiel de l'antisémitisme dans le monde, il est dans un texte qui n'est pas n'importe quel texte. C'est le texte qui fait qui fait un essentiel de la civilisation judéo-chrétienne. Donc, il y a une dimension biblique qu'il ne faut pas négliger dans le fait que Israël se trouve là et, tout ce qui s'est passé dans l'histoire autour et jusqu'à la destruction du Second Temple en 70 après Jésus-Christ, fait partie intégrante de cette affaire. Maintenant, il y a d'autres légitimités, bien entendu. Et ne serait-ce que celle des Nations Unies. Oui. Et puis vous en avez une autre qui est encore plus compliquée, qui est celle à cause de la Shoah. Et donc, c'est-à-dire que les pays occidentaux, voyant que la Shoah avait détruit la moitié des Juifs du monde à ce moment-là, avec les 6 millions de Juifs morts, a été un élément dans la dynamique de la création d'Israël qui a été important. Alors, vous pouvez enlever chacun de ces éléments pour vous concentrer sur les deux autres. Vous pouvez dire non, mais le livre, c'est pas le plus important. L'important, c'est les Nations Unies et la Shoah. Vous pouvez enlever la Shoah et dire non, mais ce qui est important, c'est le livre et les Nations Unies. Mais en réalité, c'est tout un ensemble comme ça de raisons qui, une fois qu'Israël est créé en 48, après, d'autres lui ont fait la guerre instantanément. Et c'est de ça aujourd'hui que l'on repart, c'est-à-dire la non-acceptation de toute façon de la création à cet endroit-là d'un État juif. C'est là que Netanyahou dit, c'est grâce au combat des Juifs dans cette guerre initiale, pourrait-on dire, que se trouve aussi un élément de la légitimité de la construction d'Israël. Bref, vous êtes dans le lieu de la complexité et on peut toujours critiquer chacun des arguments. Mais la réalité, c'est que c'est l'ensemble des arguments ensemble qui font aujourd'hui la légitimité d'Israël. Résultat net des courses, aujourd'hui, cet État hyper puissant proportionnellement à tout le moins à ses voisins parce qu'il est hyper proportionnellement, oui. Je pense que même les Américains, par moments, redoutent leurs amis israéliens et leurs moyens. Oui, non, mais effectivement, c'est une puissance parce que elle s'est développée pendant 75 ans dans la guerre. Donc, effectivement, c'est une puissance qui est très tournée vers le rapport de force militaire. Mais ce rapport de force, donc cette domination, pour autant, n'assure pas la sécurité d'Israël. On l'a vu le 7 octobre. Vous avez dit la tentation génocidaire. Oui. Et c'est pas un acte d'accusation, j'essaie de comprendre. Alors évidemment, quelqu'un qui vous dit c'est pas un acte d'accusation, vous attendez le pire, je vous vois déjà le regard. Non, mais la tentation génocidaire, elle est de l'autre côté. Oui. Vous dites essentiellement un monopole du Hamas. Pas un monopole, mais elle est du côté du Hamas, oui, aujourd'hui, oui. Mais un an plus tard, quand on regarde le résultat sur le terrain, c'est horrible. Il n'y a pas de mots pour décrire. C'est un désastre absolu. C'est un désastre absolu. Oui. Il y a la Cour internationale de justice qui parle de dérive potentielle. Oui, vous ne semblez pas tout à fait d'accord. Il y a le tribunal pénal international qui
demande des mandats. La Cour pénale oui. internationale qui demande des mandats oui, contre des leaders Netanyahou et Galante. Oui. Et des leaders du Hamas qui sont tout à fait là. C'est ça. Oui, disons que les Israéliens ont fait justice. Oui, les trois, effectivement, du Hamas sont morts depuis. Oui. Et quand on s'intéresse à ce qui se discute en Israël, il y a ces généraux qui ont un plan où on pourrait occuper et rendre presque stérile la portion nord de Gaza, 40%. Oui. Alors, je ne sais pas comment décrire ça, mais ça me donne, moi, l'impression que de part et d'autre, il y a des tentations d'en finir avec l'autre. Ah oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, alors, non, il y a d'en finir, et il y a déjà la question du territoire, qui est évidemment centrale. C'est-à-dire, il y a des deux côtés des gens qui ne veulent pas que l'autre occupe un territoire. Ce qui est différent de tuer tout le monde. On peut mais à ce jour, faire un partage. Le Hamas n'a pas réussi à tuer tout le monde. C'est proportionnellement, c'est horrible en soi. Mais son intention, elle est génocidaire dans la mesure où, quand on voit leur volonté de tuer un maximum de Juifs lorsqu'ils entrent en Israël. Ils en tuent 1200. S'il n'y avait pas eu la population et un certain nombre de militaires, ils auraient continué. C'est ça l'intention génocidaire, c'est de tuer l'autre, en l'occurrence parce qu'il est juif. Vous n'avez pas d'intention génocidaire du côté israélien vers les Gazaouis, c'est-à-dire de tuer l'autre parce qu'il est Gazaoui. Vous pensez vraiment qu'à aucun moment, dans ces opérations depuis un an, et je pose la question très sérieusement, c'est pas accusatoire, mais à répétition, il y a de ces opérations où, par exemple, on a l'impression qu'il y a un leurre, qu'on favorise le rassemblement autour d'un blessé et qu'il y a une opération bombardement qui se fait tout juste derrière. Oui, si c'est le cas, et encore une fois, je défends personne dans cette affaire. Et j'accuse personne, je suis intéressé, moi, par ce qui est plausible dans les circonstances. Ce qui est possible, à mon avis, beaucoup plus, c'est le crime de guerre, c'est-à-dire la souffrance inutile et la destruction inutile par rapport à des objectifs militaires. C'est punitif aussi? Est-ce que ça serait punitif? C'est-à-dire qu'au-delà de l'intention militaire? Mais vous devez voir que c'est un rapport entre les deux qui est très particulier, entre le Hamas et les Israéliens. Le Hamas a développé plus que toute autre armée ou milice dans le monde et dans l'histoire de la guerre. Écoutez bien ça. La capacité à se fondre dans une population civile qui est présentée à l'ennemi israélien pour qu'elle soit tuée. C'est la logique qu'avait inventé Daesh. Daesh avait dit, je fais un attentat en Europe, comme ça ils vont venir attaquer et tuer un maximum de musulmans, et comme ça les masses musulmanes du monde vont se lever contre l'Occident. Et c'était sa logique en France. Et là, vous êtes devant la même logique, c'est-à-dire que le Hamas n'est absolument pas intéressé par le sort des Palestiniens. Et vous en êtes certain? Mais Agnier, alors vous ouvrez, vous regardez ce que Agnier, qui est maintenant mort, dit de la création d'un État palestinien. Il dit d'abord, ça n'est qu'une étape pour reprendre Israël, et deux, le sang des martyrs palestiniens est le carburant de la guerre sainte que nous menons contre les Juifs. Donc chair à canon acceptable. C'est de la chair à canon totale. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que lentement, certains Palestiniens, y compris à Gaza, commencent à se rendre compte que leurs chefs n'ont jamais voulu une amélioration de leur situation. D'ailleurs, si c'était le cas, ils auraient ouvert la capacité à aller se protéger dans les tunnels. Mais évidemment, ils ont interdit aux Palestiniens de descendre à la population. À la population, bien entendu. Il fallait au contraire l'exposer de façon à ce que tué par Israël, ça allait dégrader l'image d'Israël terriblement dans le monde et faire d'Israël le pays génocidaire. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin qu'il y ait un génocide ? Alors, on rentre maintenant... Parce qu'ils auraient réussi donc stratégiquement en mettant... évidemment pour cible leur population, parce que l'hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que stratégiquement, le Hamas a gagné la bataille. La bataille de la communication. Vous disiez tout à l'heure, Israël
gagner la bataille militaire, bien entendu. Hamas est militairement détruit peut-être à 80%, enfin on peut imaginer à peu près de ça, ses principaux leaders sont morts, etc. Mais si Israël gagne la guerre militaire, Israël perd la bataille de la communication dans le monde. L'image d'Israël n'a jamais été aussi dégradée, l'antisémitisme n'a jamais autant explosé dans le monde. Aujourd'hui, pour mener une guerre, vous avez la dimension militaire et la dimension de communication. Cette dimension de communication, elle est complètement ratée pour Israël. Et c'est la seule victoire du Hamas, pourrait-on dire. Sur tous les autres plans, le Hamas a échoué. Après ça, oui, il y a eu, pour eux, c'est le sacrifice nécessaire des Gazaouis pour obtenir ce résultat et pour obtenir que certains pays, l'Espagne, l'Irlande, la Suède, j'allais dire, tombent dans le piège ainsi tendu pour reconnaître l'État de Palestine. C'est quoi le piège ainsi tendu ? Il faut rentrer dans quelque chose d'extrêmement sensible, qui est, c'est quoi le peuple palestinien ? C'est fondamental. Lorsque, jusqu'en 1947-48, jusqu'à la création d'Israël, vous n'avez pas un peuple palestinien, vous avez des éléments de peuple, vous avez des Arabes nés en Palestine. Donc vous pouvez dire, ils sont palestiniens. Mais ils ne sont pas palestiniens dans un trait particulier qui serait une forme de palestinité. Ce sont des Arabes qui vivent là. Et vous seriez bien incapable de me citer un seul écrivain, un seul musicien, etc., un seul artiste qui vous dise « je suis palestinien », non pas au sens de « j'habite et je suis né en Palestine », mais au sens où j'ai des traits spécifiques de palestinité. Au moment où vous avez la création d'Israël, eh bien, Yasser Arafat, constatant, après quelques années, les échecs, y compris du nationalisme égyptien, va dire « il faut faire peuple ». Et vers 63-64, après ce qui s'était passé en Algérie, il va dire « je vais regrouper ce que je trouve, c'est-à-dire les clans, les tribus, les grandes familles, etc., autour d'un objectif qui est de faire peuple ». C'est votre théorie sur le mimétisme. Après, parce que là, celle-là, je dirais, il fait peuple avec la charte de l'OLP, dans lequel vous n'avez aucun trait spécifique de ce qu'est un peuple palestinien. Il dit ce sont des Arabes qui sont là. Et ça se transmet par le père. Et l'objectif, et c'est ça qui va réunir les gens, c'est de récupérer la terre prise par Israël. Donc là, vous avez un ennemi commun. On se définit en creux, quoi. On se définit en creux, par une valeur, pourrait-on dire, négative. Et ça a été très bien théorisé, y compris par Ho Chi Minh à propos du Viet Cong. Le problème, c'est quand vous échouez. Or, les Palestiniens, ils le refusent parce que les pays arabes le refusent. Les Palestiniens ont perdu cette guerre-là. La récupération d'Israël, de la terre d'Israël. Et ben voilà, c'est comme ça, ils ont perdu cette guerre. Il faut le constater, mais qu'est-ce qui arrive à leur identité qui avait été faite contre Israël ? Une identité positive. Eh oui, une identité positive. Et donc, il va falloir lentement que ça vienne. Ça vient tout doucement. Avec le temps, vous avez des artistes, des machins, même si, lentement, ils se rendent compte que c'est pas ça qui va leur donner un état. Et comme ils n'ont pas une spécificité particulière, ils vont être obligés d'imiter ce qui marche ailleurs. Et ce qui marche ailleurs, c'est quoi ? Ils vont pas se mettre à imiter des Marocains, des Algériens, des Saoudiens, autre chose. Ils vivent avec les Juifs. Et ils constatent que les Juifs, ils ont réussi à avoir un État. Et donc, ils vont caler un narratif qui est comparable à celui des Juifs parce que celui des Juifs a réussi. Ça va se passer en 4 temps. Le premier, c'est de dire « on est des réfugiés ». C'est fabuleux cette histoire. C'est pas seulement parce que l'UNRWA perpétue ce statut de génération absurde de génération en génération, comme s'ils pouvaient être réfugiés, y compris dans leur propre pays. Mais non, c'est parce que les Juifs qui arrivent dans ce qu'on appelle le 2e ou le 3e Yishuv dans les années 30 sont eux-mêmes des réfugiés. Parce qu'ils arrivent, oui, parce qu'ils arrivent d'Allemagne, de Russie, etc.
Ensuite, le deuxième narratif, c'est qu'il faudra être en permanence des victimes. Vieux narratif de l'histoire juive, celui de la victime permanente. Puis vous allez avoir un troisième narratif. Justement, c'est celui de Gaza. Nous, on dit, c'est une prison à ciel ouvert dans le café du commerce. Mais eux, ils appellent ça le ghetto. C'est très intéressant. Et même dans certaines conversations... On calque donc des stéréotypes qui sont empruntés. Jusqu'à dire que c'est pire que le ghetto de Varsovie. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui manquait? Et si il manquait vrai? Le génocide. Et donc, il n'y a pas génocide, mais ils ont absolument besoin d'un récit du génocide. C'est ça qui est terrible. Pour parachever une identité mimétique de celle de l'identité juive. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que sur la base du récit du génocide, eh bien vous avez des pays qui disent « Ah ben oui, ils ont maintenant, je dirais, l'ensemble des attributs qui ont permis au peuple juif d'avoir un pays. » D'exister, d'avoir un pays. Et quand on fait le parallèle avec le ghetto de Varsovie, oui. C'est abusif. Vous avez été ambassadeur, je présume que vous êtes allé aussi, mais vous êtes allé à Gaza. Oui, mais bien, non. À aucun moment? À aucun moment, j'avais pas le droit. Donc, non, mais je veux dire, on connaît par cœur, j'ai vu 25 000 personnes de là-bas, y compris nos étudiants à l'Institut français, puisque la France est le seul pays qui a un institut français à Gaza. Et donc, non. Mais l'Institut français est à Gaza, mais l'ambassadeur ne peut pas s'y rendre. Oui, c'est le consul général à Jérusalem qui doit s'y rendre. Voilà. Et donc, bien sûr que les conditions étaient difficiles, mais rien à voir avec le ghetto de Varsovie, avec des gamins qui meurent de faim dans la rue, etc. Ça n'avait rien à voir. Mais il y a besoin, encore une fois, non pas de la réalité, mais du narratif. C'est ça qui est important. Vous n'avez pas de réalité du génocide, c'est pas vrai. Bon, on verra bien ce que l'en dit la Cour internationale de justice. Mais s'il fallait qu'elle arrive à cette conclusion, oui, elle serait victime de travers ou de biais, ou au contraire? Alors, moi, je veux dire, par formation, j'ai toujours estimé que la Cour internationale de justice, son avis était, pour moi, étudiant en droit, etc., tout à fait incontestable. Je constate cependant que aujourd'hui, elle s'est débrouillée en interne pour mettre à sa tête, comme président de la Cour internationale de justice, quelqu'un qui, juste avant, a été l'ambassadeur du Liban aux Nations Unies, qui, pendant 4 ans, a craché sur Israël non-stop. Alors, je veux bien que ce soit un très grand juriste, et je ne peux pas faire de procès d'intention à l'avance. Il n'empêche que... vous en faites un peu. Oui, j'estime qu'il aurait dû, en tout cas dans cette affaire, se retirer, parce qu'il était évidemment jugé parti, quelque part, en tant que... Alors, bien sûr, on me dit, non mais les juges, ils représentent plus leur pays. Oui, d'accord. Quand pendant 4 ans, vous avez dit tous les jours aux Nations Unies, Israël devrait disparaître de la carte et c'est notre ennemi premier, etc. Et qu'après, on vous met président de la Cour internationale de justice et que le cas principal à traiter, c'est la question du génocide, possible, présumé, etc. Je trouve que là, il y aurait pu y avoir une procédure différente. Peut-on également douter des intentions du requérant dans ce cas-ci, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, qui, sur la question de l'apartheid, en connaît un bout? Oui, mais... Je veux dire, c'est là aussi une manière de se donner bonne conscience pour l'Afrique du Sud, et ça vient d'une forme de fidélité idéologique à Nelson Mandela. Tout à fait. Une fois que l'apartheid était fini, Mandela a dit l'apartheid notre victoire sur l'apartheid ne sera pas complète tant qu'il n'y aura pas un État palestinien. Donc évidemment, les successeurs, pourrait-on dire, en Afrique du Sud même, sont sur cette ligne depuis très longtemps. Et on se souvient de la conférence de Durban, etc. C'est-à-dire que vous avez là un pays qui, très profondément, déteste Israël et peut-être, au niveau individuel, est assez... marqué par l'antisémitisme. Mais vous êtes conscient aussi du paradoxe à l'occasion de ce qu'il y a beaucoup de Juifs en Afrique du Sud qui ont aussi lutté avec Mandela, avec la population noire pour mettre un terme à l'apartheid et qui, de l'Afrique du Sud, ont une opinion sur ce qui se passe en Israël. Je ne sais pas si ces questions sont bonnes à poser, mais... Elles sont très bonnes à poser parce que ce qui est terrible, c'est de s'émanciper dans l'histoire des peuples grâce à quelqu'un d'autre.
parce que vous allez lui en vouloir de cela. Bien sûr qu'il vous a aidé, mais cette aide ayant été, plus elle a été déterminante, plus vous allez lui en vouloir après. Comme on veut se débarrasser de son père, des fois? Oui, exactement, parce qu'il vous a aidé alors que cette aide vous empêchait de vous émanciper. Le président Wade du Sénégal avait cette phrase merveilleuse. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et j'ai toujours trouvé ça très important de comprendre comment les peuples pouvaient parfois se retourner, y compris contre leur libérateur. Mais, et ce qui est intéressant, petite digression, par rapport à l'Iran. L'Iran, c'est un des très rares pays où les Américains, à cause du traumatisme de 1979, n'interviennent pas pour faire du régime change, pour essayer de renverser les mollahs. C'est passionnant, parce que le jour où ça arrivera, les Iraniens seront extrêmement fiers d'eux de l'avoir fait tout seuls, et sans aucun occidental pour les aider. Et vous pensez que c'est une prévention supérieurement intelligente des Américains qui ont compris qu'avec l'Iran, valait mieux laisser les Iraniens faire? Non, ça je crois pas du tout. Je pense que c'est un traumatisme, genre l'Iran on n'y touche plus. Quoique il y a quelques néoconservateurs qui rêvent d'en découdre. Qui rêvent d'en découdre, mais ça toujours. Mais ça c'est, j'allais presque dire, c'est classique. Mais c'est pas le vrai sujet. Le fait que l'Iran un jour se libérera tout seul de ces chaînes des mollahs est quelque chose qui les rendra d'autant plus forts. Puisque vous parlez de l'Iran, la dynamique, là aussi, où les tectoniques sont en train de bouger, parce que les pires ennemis de la région ont à tout le moins commencé à normaliser leurs relations. Ils ne sont pas amis, les Iraniens et les Saoudiens, mais les marieuses russes et chinois ou chinoises ont réussi à faire en sorte que ces ennemis se parlent aujourd'hui. Oui, et c'est très habile de leur part. Et moi, je sais que j'ai des préventions contre l'Iran en tant qu'il manipule ses proxys pour déstabiliser le Proche-Orient. Et donc, je ne me trompe pas d'ennemi en désignant le régime des mollahs comme étant le porteur principal aujourd'hui d'un islamisme djihadiste, violent, etc., qui est notre ennemi commun, pourrait-on dire. Mais cela étant, à partir du moment où l'Arabie saoudite refuse de jouer le jeu que les Américains et les Occidentaux en général adorent jouer, à savoir bloc contre bloc, c'est-à-dire l'Occident contre le Sud global en l'occurrence, eh bien les Saoudiens disent non, cette logique-là, qui est une logique occidentale, ne nous plaît pas et nous devons, nous, faire partie des pays qui parlent des deux côtés et qui font de la diplomatie avec les deux côtés. D'autant plus que les Saoudiens se sont sentis peu soutenus par l'administration Biden au moment où ils ont dit, pour normaliser avec Israël, une des conditions, c'est d'avoir énormément d'armement pour pouvoir lutter contre l'Iran au cas où l'Iran se réveille après cette normalisation avec Israël. Bon, très bien. Ils n'ont pas eu ce qu'ils souhaitaient. Mais il y avait l'affaire Khashoggi aussi, qui était comme un vilain petit caillou. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un des éléments. Voilà. Donc, ils n'ont pas eu. Mais comme ils n'ont pas eu la stabilisation qu'ils souhaitaient du conflit avec les Palestiniens. Et du coup, ils sont allés régler d'eux-mêmes en disant, puisque nous n'avons pas les garanties de sécurité nécessaires, nous allons travailler à baisser la conflictualité avec notre ennemi principal potentiel, qui est l'Iran. Et ils ont fait le deal sous l'égide de la Chine. Je me suis, pendant que je vous faisais cette objection sur l'affaire Khashoggi, posé in petto la question, est-ce que je ne suis pas indûment naïf? Est-ce qu'il faut croire qu'au nom d'un principe, celui de ce qu'un citoyen réfugié aux États-Unis, M. Khashoggi, a été tué dans un consulat saoudien, était une raison suffisante pour suspendre les bonnes relations entre deux alliés? Parce que dans les faits, peut-être que les Américains vont, pour faire bonne figure, s'en indigner, mais au total, se dire que l'intérêt stratégique des États-Unis dépasse largement la mort de ce citoyen. C'est d'ailleurs ce qu'ils se sont dit. Simplement, il y a des moments où certains symboles sont très forts et il faut attendre un petit peu pour qu'ils s'effacent devant la réelle politique. Oui. Mais ça a été un symbole très fort et donc ça a vraiment été problématique dans les relations. Mais ça a aussi sans doute joué
dans le fait que l'Arabie saoudite a pu se dire qu'elle était allée trop loin vis-à-vis des États-Unis. Et de la communauté internationale en général. Oui, Parce que l'idée de transformer en tartare ses adversaires, c'est pas super vendeur. Certes, mais ça ne touche que quelques pays occidentaux qui sont attachés à ce type de symbole. Vous pensez que c'est l'indifférence généralisée ailleurs? Ah oui, partout. Non, mais la vie humaine, malheureusement, n'a pas le même prix partout dans le monde. Hein. C'est clair. Et les protestations devant ce qui se passe ne sont pas du tout du même ordre. Lorsque le président syrien, Bachar el-Assad, tue ou fait tuer entre 200 et 300 000 morts, nul ne sait. Vous avez vu les pays arabes protester ? Non, parce que les pays arabo-musulmans ne protestent pas quand c'est un autre pays arabo-musulman qui tue ses propres citoyens. En revanche, si Israël tue 10 000 personnes, et même avant même d'ailleurs qu'Israël tue qui que ce soit, eh bien, il y a déjà protestation. No Jews, no news. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même conception de la protestation suivant qui est mort. Vous avez ça dans les mouvements français, y compris dans les mouvements féministes. Vous avez ça avec le wokisme. C'est-à-dire que vous avez le choix. Toutes les victimes ne se valent pas. Et toutes les protestations ne se valent pas. Mais le silence de certains pays arabo-musulmans ne justifie pas pour autant le fait qu'il y ait indûment des morts en Palestine et ailleurs. Parce que si on accepte que toutes les vies humaines sont égales... Je veux dire, je passe mon temps à enseigner le droit international humanitaire. Donc, vous pensez bien que je vois bien un effondrement, là. Et un effondrement. Oui, j'en suis très triste, mais pardon de le dire aussi brutalement, le Proche-Orient, c'est le tombeau du droit international humanitaire. J'y peux rien. Je veux dire, c'est pas que je soutiens cette thèse, je la constate. Et malheureusement, pourrait-on dire, voilà, j'aurais préféré que ce soit différent, mais je constate cela. Alors, il y a des bouts de droit international humanitaire qui survivent là-dedans, mais très peu. Je veux dire, quand vous voyez que, par exemple, à l'intérieur de l'UNRWA, vous avez des gens qui ont, donc l'UNRWA, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens depuis 49, non, même 50. Et, eh bien, comment se fait-il que, une fois que l'on découvre qu'il y a eu des terroristes qui étaient employés de l'UNRWA, que l'UNRWA le savait et n'a rien fait lorsque, par exemple, on a vu des caches d'armes dans les écoles et les hôpitaux de l'UNRWA. Comment se fait-il que les autorités de l'UNRWA ne démissionnent pas lorsque apparaît au grand jour le fait que l'UNRWA n'a pas fait son travail, au moins de contrôle, comme agence des Nations Unies? Vous parlez d'une complicité des Nations Unies ou d'une de ces agences? Non, je parle d'une forme d'effondrement moral des Nations Unies, qui ne prennent pas en compte la réalité de la situation sur le thème « il ne faut pas trop faire de vagues ». Je considère que les personnes, je veux dire, que les personnels en place, responsables d'un certain nombre de choses, y compris donc à la tête de l'UNRWA, y compris à la Commission des droits de l'homme, et y compris chez le secrétaire général des Nations Unies lui-même, ils ne sont pas à la hauteur de la situation en termes d'éthique et de morale. Et cet effondrement-là, eh bien, il est évidemment, en conséquence, vous avez un effondrement du droit international humanitaire. Alors, ça sera une question de profane que je vais vous poser. Mais votre réponse m'intéresse parce que je vois que la réelle politique est pour vous probablement la bonne lecture ou celle qui est adéquate. Pour moi, c'est la seule. Est-ce qu'il est possible, s'il est vrai donc qu'il y aurait vous parlez d'effondrement, je vous ai parlé de complicité, est-ce qu'il est possible que dans une perspective de rapport de force asymétrique, dans une agence des Nations Unies, on en vienne à accepter de détourner le regard pour faire en sorte que les autorités à Gaza gardent une forme de puissance face à leur ennemi. Mais bien sûr, puisque, en gros,
vous avez une agence dans laquelle vous avez quelques personnes à sa tête qui sont des Occidentaux, généralement, qui gèrent les systèmes. Et en dessous, c'est plus une agence des Nations Unies, c'est une agence palestinienne, pourrait-on dire, en termes de personnel. Et donc, progressivement, la tête a perdu le contrôle de la machine. Donc, les écoles de l'UNRWA sont des écoles de la haine, et moi j'ai vu, de mes yeux vus, les manuels scolaires qui ne sont que des manuels destinés à attiser la haine des petits enfants contre Israël. Et j'ai vu un système qui, lentement, faisait perdurer les choses. Je considère que, par exemple, l'UNRWA, en tant que... c'est le système qui permet d'enregistrer les Palestiniens comme étant tous des réfugiés de père en fils depuis 5 générations, c'est totalement absurde et surtout, ça fait perdurer le problème. C'est-à-dire que tant que l'UNRWA existera, vous n'aurez pas de solution à la question palestinienne. Et non, absolument. Je veux dire qu'il faut, à mon avis, sur 3-4 ans, bien entendu, arrêter l'UNRWA, faire en sorte que ces activités sociales, c'est-à-dire la santé et l'éducation, passent à des espèces de ministères palestiniens, et surtout enlever la partie comptage des réfugiés qui devrait depuis longtemps avoir été remise au Haut Commissariat pour les réfugiés pour tomber dans les règles de droit courant en matière de réfugiés. Et là, vous avez une vraie complicité du système sous la pression, il faut bien le dire, des pays arabes qui disent surtout, on ne touche pas à l'UNRWA, puisque comme ça, on fait durer le conflit. Et il y a, clairement, pour certaines parties, intérêt à ce que ça dure. Mais bien sûr. Alors, vous disiez à l'instant, il y a une propagande qui alimente les enfants. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse, et encore une fois, avec tous mes invités, je joue ce rôle, qu'il n'y a aucun besoin de propagande pour convaincre des enfants palestiniens de développer de la haine à l'endroit de leurs voisins. Bien sûr, mais on pourrait avoir une éducation pour enlever la haine progressivement des deux côtés, pourrait-on dire. Mais surtout, pour le coup, la dernière année vient de former durablement une génération. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit toujours, mais alors, aidez-moi. D'expérience historique. On dit toujours, mais... Tout dépend de comment vous terminez la guerre et si vous la terminez dans l'humiliation ou pas. C'est fondamental. Je veux dire qu'après la Première Guerre mondiale, vous mettez un système humiliant, pour aller vite, le traité de Versailles, et vous vous retrouvez avec Hitler au pouvoir 15 ans plus tard et la Deuxième Guerre mondiale dans la foulée, tellement le système a été humiliant pour l'Allemagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez aussi une défaite de l'Allemagne, mais là, vous avez le plan Marshall et l'application de ce vieux dicton attribué à Scipion l'Africain. Si tu veux faire la paix durablement avec ton ennemi, offre-lui un pont d'or. C'est-à-dire que la manière dont vous sortez d'une guerre est fondamentale pour la perspective pour les enfants qui viennent après. Et c'est aujourd'hui probablement ce qui pourrait arriver si la guerre se terminait bien, c'est-à-dire sans humiliation du peuple palestinien, des Palestiniens en tant que peuple. Vous avez eu, après, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Prenez l'exemple du Japon. Les Hiroshima et Nagasaki, ce sont des horreurs morales terribles, bien entendu. Il n'empêche qu'on constate que le lendemain, la guerre s'arrête. Et après ça, vous avez eu de vraies difficultés au Japon, mais au moins l'idéologie nationaliste japonaise, sans disparaître, a été considérée par les Japonais comme quelque chose qui leur avait coûté très cher. Contre les intérêts du pays. Exactement. C'est la même chose avec le nazisme. La fin de la Deuxième Guerre mondiale ne termine pas en Allemagne la question du nazisme, mais tous les Allemands comprennent bien que c'était une erreur de suivre cette idéologie. Toute la difficulté, et c'est à ça qu'il faut arriver, avec la guerre aujourd'hui, avec les proxys de l'Iran, c'est de faire en sorte que les Palestiniens se rendent compte enfin que cette idéologie islamiste, djihadiste, radicale, etc., qu'ont suivi leurs chefs, et qu'eux-mêmes ont suivi à travers leurs chefs, n'a jamais fait que leur malheur. Et à ce moment-là, on peut repartir de façon différente. Éric Danon, le concept du pont d'or, est-ce que c'est aussi le moment désigné pour qu'entre en scène
M. Ben Salman, Oui. et l'Arabie saoudite. Bien sûr. Je sais que vous êtes sensible à cette idée de quelque chose qui pourrait ressembler à un protectorat saoudien. Oui, alors c'est le terme est un peu comme ça Lourd et frappe les esprits et tout. Ce serait une forme light, pourrait-on dire, et moderne d'un protectorat. Qu'est-ce qui se passe? Pour aller vite, aujourd'hui, comment faire sortir les Palestiniens de leurs conditions, qui est évidemment un peu difficile et pour certains effroyable. D'abord, il faut les écouter pour savoir très profondément ce qu'ils souhaitent. Et ensuite, il faut avoir un modèle de sortie de crise. Mohamed Ben Salman, c'est le seul qui, contrairement aux pays arabes dont je parlais tout à l'heure, a envie que le conflit se termine. Parce que si les autres ont intérêt à ce que le conflit perdure, Mohamed Ben Salman, lui, il a intérêt à ce que le conflit s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de la paix et d'une très grande stabilité du Proche-Orient pour mettre en place ces grands projets, j'allais dire pharaoniques, en matière de développement, etc. Et qui passe par Israël aussi. Oui, exactement. Et il veut être aussi celui qui a réglé la question palestinienne et pour entrer dans l'histoire. C'est à sa portée? Non, pas tout seul, mais avec d'autres, oui. Et parce qu'il a quand même aussi une puissance financière. Donc, qu'est-ce qu'il prend comme modèle? Tout simplement ce qui s'est passé dans les pays du Golfe, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé du pétrole, ils ont fait des bêtises avec en s'achetant des Rolls-Royce plaqués or et des Kalachnikov plaqués or, jusqu'à ce que Zayed, aux Émirats arabes unis, dise c'est pas ça la bonne méthode, il faut envoyer nos enfants dans les meilleures universités du monde, à l'époque américaine, pour leur apprendre à développer, à construire un pays. J'aime beaucoup l'Astérix, à l'époque américaine. Voilà. Et donc, voilà, heureusement, il y a d'autres endroits aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que grâce à l'argent du pétrole, bien utilisé et avec la formation, eh bien, aujourd'hui, vous avez Abu Dhabi, Dubaï, etc. De l'autre côté, Gaza, ça n'a pas été fait, il n'y a pas photo sur le modèle de développement. Ce que dit Mohamed Ben Salman, c'est « je suis prêt à participer à un modèle comparable pour que les Palestiniens sortent de leurs conditions. Pour ça, j'ai besoin, en gros, de 30 ans pour que tout le monde, mais y compris moi, paye pour que, enfin, on les forme et ils puissent développer leur pays convenablement. » Très bien, encore faut-il qu'il y ait la sécurité et la paix à l'intérieur du système palestinien. Et c'est là qu'on a une vraie difficulté. Aujourd'hui, et à cause de la guerre, il dit « mais moi je ne prends pas en charge un point essentiel de ce qui va se passer à Gaza et en Cisjordanie, la sécurité d'Israël. Qui va l'assurer ?» Et donc, vous allez avoir, à mon avis, un système dans lequel il y aura un territoire palestinien qui sera à développer par les Palestiniens avec l'appui de certains pays et notamment de l'Arabie saoudite, qui devra mettre en place une gouvernance convenable, pourrait-on dire, dans ces territoires. Et ça, il faut une main de fer pour le faire. Parce que pour le moment, si vous voulez, à Ramallah, vous avez quoi? Vous avez le système Mahmoud Abbas tout en haut, avec une dizaine de familles mafieuses qui ont mis en coupe réglée l'ensemble de l'économie palestinienne. Familles mafieuses? Ah oui, c'est vraiment des mafias. C'est-à-dire que... Auriez-vous pu le dire à l'époque où vous étiez ambassadeur? Je l'ai dit de façon discrète. Mais oui, je veux dire, aujourd'hui, mais il faut aller à Ramallah, c'est très simple. Vous voyez comment ça marche. Vous parlez avec les jeunes, ils ne peuvent rien faire s'ils ne passent pas. Mais vous êtes conscient qu'à défaut de traiter de mafieux, le premier ministre en Israël est très sérieusement embêté par des accusations de corruption. Ah oui, absolument. Mais vous me direz que c'est pas exactement la même chose. C'est pas pareil. Vous avez que lui va devoir sans doute un jour rendre compte de ses déboires judiciaires, mais c'est pas l'ensemble du système. Ariel Sharon a eu ses petits
enjeux aussi. Ah, mais il y en a plein, je veux dire. La grosse différence, c'est que vous avez une justice israélienne qui a déjà envoyé des premiers ministres, voire un président, en prison. C'est la vraie différence avec l'autre système, bien entendu. Mais sur le temps, encore une fois, je ne défends ni l'un ni l'autre, mais il n'y a pas photo entre le système israélien aujourd'hui et le système palestinien. Et l'appareil judiciaire, oui. Capable de tenir Bien tête sûr. peut-être aux politiques. Peut-être, parce que c'est pas encore joué non Peut-être, plus. mais oui, c'est une vraie bataille. C'est une vraie bataille. La solution qui se fait main dans la main avec l'Arabie saoudite n'est pas pour autant une espèce de délégation de l'autorité, parce que les Palestiniens devront nécessairement être les maîtres d'œuvre. Si j'en reviens à votre image de tout à l'heure, de la main qui donne et de celle qui reçoit. Non, mais absolument. Et il faut, encore une fois, que tout ça soit un processus où on écoute très profondément la volonté des Palestiniens. Ce qui, aujourd'hui, est sûr, c'est que si vous mettez en face les Palestiniens d'un côté, les Israéliens de l'autre, les Palestiniens ne peuvent pas se développer. C'est impossible. C'est un cul-de-sac ? Oui, le rapport de force est beaucoup trop fort. Il n'y a personne en médiation entre les deux. Aujourd'hui, enfin, disons, dans le passé, il y avait toujours une médiation américaine entre les deux. Aujourd'hui, surtout encore plus avec Trump, la médiation est tellement du côté israélien que les Palestiniens ne peuvent pas avoir le moindre espoir de développement. En revanche, on peut imaginer une espèce de médiation américano-saoudienne qui permettrait aux Arabes d'avoir l'impression que les intérêts des Palestiniens sont pris en compte par un représentant qui peut être l'Arabie saoudite. Je vais faire court pour terminer, mais la méthode Trump, puisqu'il revient aux affaires, sur la question palestinienne, a été très littéralement de court-circuiter les Palestiniens du processus de paix en se disant, historiquement, à ce jour, ça a été non seulement une épine dans le pied, mais un obstacle. Donc, trouvons des solutions entre Israël et ses voisins. Ne consultons plus les Palestiniens surtout. Et à terme, nous trouverons une solution. Alors, et ça n'a pas marché. Et ça n'a pas... Parce que ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, vous ne faites pas le bonheur des gens contre eux, ou en tout cas dans l'ignorance de ce qu'ils veulent vraiment. Vous pouvez les influencer, ce que vous voulez, mais le plan de Jared Kushner était quelque chose de totalement inacceptable, mais même d'un point de vue méthodologique, au point d'ailleurs que dans sa présentation, les premiers surpris étaient les Israéliens. C'est comme ça. Non, je pense que Trump, j'espère en tout cas que ces équipes ont fait aussi un retour d'expérience et une réflexion sur ce qui s'était passé de ses échecs dans la méthode, sa manière de faire. Il n'a pas que des succès. J'espère qu'ils ont réfléchi à ce qui s'était passé. C'est pas ce qu'on dit quand on lit sur lui ici en Europe, parce qu'on lui reproche plutôt tous ses insuccès. Oui, mais il y en a et il y a des succès. Je veux dire que il peut... Vous êtes rare à le constater. Bon, il a le droit d'échouer avec, je sais pas, la Corée du Nord, mais les accords d'Abraham, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et le fait qu'il ait voulu couper les financements de l'UNRWA, certes sans explication, de façon brutale, etc., je considère que c'était une très bonne chose. Mais la méthode, la manière de faire n'était pas la bonne. De même que le plan, on pourrait dire le plan Trump ou le plan Kushner, sur la manière de fixer les frontières ou l'existence même d'un État palestinien après 5 ans de négociations, etc. Tout ça n'allait pas. Mais il est possible qu'avec ces nouvelles équipes, il ait des idées différentes sur le sujet. Éric Danon, ça a été un vrai plaisir que d'échanger avec vous. Le plaisir est pour moi. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de vous poser? Non, je veux dire, on aurait pu continuer des heures et des heures sur des éléments justement des dynamiques positives qui sont à mettre en place. La seule chose, c'est quoi le big picture, le global picture de tout ça? C'est que je pense profondément que nous allons vers des temps difficiles d'affrontement entre un Occident qui souvent doute de lui-même et des pays dits du Sud global qui n'ont comme seule revendication en commun que de réclamer que l'Occident, justement,
ne soient plus l'entité qui écrivent leur propre histoire. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très lourd, de très puissant comme dynamique du monde. J'espère juste que ça ne dégénérera pas en guerre violente. Mais poser l'hypothèse et d'ouvrir notre esprit à cette possibilité. Absolument. Il faut se préparer, comme toujours depuis les Romains, il faut se préparer à la guerre pour qu'elle n'arrive pas. Éric Danon, c'est là-dessus qu'on se laisse. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Jeanne Croteau qui était à la réalisation, Philippe Lorange à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. Je vous invite encore une fois, si vous avez apprécié la conversation, de nous aimer, de nous liker, sinon même de vous abonner. À très bientôt.